3,000-year-old city, holding one of the largest high-end international ports in the Mediterranean Sea and the largest car manufacturing plant in Africa. A place where you could see the sunrise in Gibraltar and still make it for breakfast 200 miles south, thanks to the very first high-speed train line on the continent. You would then be in Casablanca at Rick's Cafe, discussing 3D printing with leading aerospace manufacturers. Imagine a country where past and future are intertwined. One of the oldest monarchies being an emerging country. A kingdom of stability with a vibrant cultural diversity. A mix of African, Oriental, and European influences with Berber, Arab, and Jewish heritage. A country where, close to 17th century ruins, you would find the largest industrial zone for phosphate processing. A country where you could perfect your swing in the nicest place on earth to spend an afternoon, according to Churchill. Or try snowboarding in the highest ski resort in Africa before embarking on a journey into the Sahara. On your way south, you would reach the African Hollywood, where, next to the set of Lawrence of Arabia, you would find the world's largest solar power plant and wind farms as far as your eyes can see. Should you get lost in your travel, you will always run into someone who will speak your language, a generous soul who will try to help, and will eventually invite you for tea or for a delicious traditional meal. Seeing is believing. Welcome to Morocco. Monsieur le Wali, Monsieur le Gouverneur, Monsieur le Président de l'Autorité de contrôle des assurances et de la prévoyance sociale, Madame la Présidente de la CGEM, Monsieur le Président de la Fédération marocaine des sociétés d'assurance et de réassurance, Monsieur le Président de la Global Federation of Insurance Association, Messieurs les Présidents, Mesdames les Présidentes, chers amis. Quel plaisir d'être de nouveau tous réunis ici, à ce rendez-vous de Casablanca de l'assurance. Ce rendez-vous qui nous rend si fiers. La 4e édition, vous vous souvenez, il y a encore 4 années, nous étions à peine quelques 400 participants. Aujourd'hui, nous sommes heureux de vous accueillir nombreux. Vous êtes pratiquement 900 personnes à nous accompagner cette année pour ce rendez-vous et nous en sommes très très fiers et vous remercions d'être parmi nous. La place financière internationale de Casablanca se devait d'avoir un événement qui concerne l'une de ses composantes majeures en tant que secteur financier. Le secteur de l'assurance étant une composante majeure du secteur financier, la place financière internationale de Casablanca rayonne et c'est une fierté pour tout le pays. Et nous sommes heureux d'adosser à cette place financière internationale un rendez-vous annuel qui désormais est dans l'agenda africain, mais bien au-delà, puisque, comme vous le savez, nous recevons aujourd'hui des invités un peu partout, venant de pratiquement tous les continents. L'année dernière, nous avons déjà fait la jonction entre la banque et l'assurance. Vous savez, assureurs et banquiers, c'est des cousins, et la banque assurance est devenue réellement une réalité. Elle drive la croissance du secteur. Vous savez que l'assurance vie a fait plus de 35% de croissance en 2016. L'année dernière, nous avons eu l'immense plaisir de recevoir le président du groupe Tijari Wafa Bank, M. Mohamed Ktani, ici présent avec nous. Demain, nous recevrons aussi 2 banquiers qui surfent sur le digital, qui viendront de nouveau avec des assureurs partager leur expérience, aussi bien en matière de banque assureur que sur le digital en général, pour venir enrichir nos débats. Grâce à vous tous, à votre soutien, mais aussi le soutien d'un certain nombre d'associations, amis. Je pense à la Fédération française qui nous accompagne depuis le démarrage et qui nous apporte un soutien. Je pense à l'Association américaine des assurances vie qui nous accompagne. Je pense à Insurance Europe, qui également est présente avec nous et qui participe à un panel. Et bien sûr, je pense à l'Afrique et à mon ami Adam Andaï, président de la FANAF. Et donc aujourd'hui, nous sommes vraiment fiers que ce rendez-vous est devenu un rendez-vous incontournable de l'assurance africaine. Comme vous le savez, nous signons tout à l'heure, donc notre président et le président de la Fédération sénégalaise vont signer un accord d'entente dont on vous dira quelques mots tout à l'heure. C'est une tradition. L'année dernière, la Côte d'Ivoire était à l'honneur. L'année d'avant, c'était la Tunisie. Cette année, c'est nos amis du Sénégal et on salue
très fort nos amis du Sénégal qui sont accompagnés par le président de la Fédération sénégalaise et le directeur des assurances du Sénégal. Alors, j'imagine que vous avez tous remarqué qu'à côté de moi, il y a un petit robot. Il ne devait pas être là. Je suis assez surpris de venir et de le trouver ici. Je lui ai dit de rester tranquille dehors et qu'on allait en faire une autre utilisation plus tard. Mais il est là et je ne sais pas pourquoi il est là. Nao, mais qu'est-ce que tu fais là? Je t'ai dit de m'attendre avec l'équipe à l'extérieur. Écoute, tu m'as fait venir de France pas pour me laisser dans le couloir. Et en plus, tu m'as promis que j'allais assister à la conférence. Assister, d'accord, mais pas être le maître de cérémonie. Écoute, j'ai des invités très importants, il faut que je reste concentré sur mon travail, tu imagines? On n'est pas là pour jouer, on est vraiment là pour travailler. Oui, je sais qu'il y a des personnalités présentes dans la salle, dont ton président, M. Ben Salah, le président de l'autorité de contrôle, M. Boubrick, le président de la Fédération globale, M. Canton, et plusieurs autres présidents et directeurs généraux. Mais comment tu le sais? Je suis hyper connectée, comme l'ensemble de mes amis humanoïdes. Comment tu définirais un humanoïde? Tu peux dire à nos amis, nos participants, qu'est-ce que c'est réellement qu'un humanoïde? Un humanoïde, c'est un robot qui reprend la forme physique d'un humain, comme moi. Je suis un robot de 58 cm, conçu par la société SoftBank Robotics. Entièrement programmable, je suis une référence dans les secteurs de l'éducation, de la recherche et du développement d'applications. Dis-moi Nao, es-tu capable d'animer une conférence tout seul? Non, j'ai toujours besoin de l'assistance de mes amis les humains pour fonctionner. Ben écoute, nous, ce qui nous intéresse, c'est de savoir, est-ce que tu penses qu'un jour, on pourra concevoir un humanoïde qui puisse faire, par exemple, de la vente, de l'assurance de manière quasi autonome, ou prendre en charge une réclamation d'un client et de la traiter? Je ne serai pas capable de faire une vente d'assurance de manière autonome. Cela dit, je pense être un véritable nouvel outil d'aide à la vente pour l'ensemble des collaborateurs. Ben écoute, ça tombe très bien parce que le thème de notre conférence cette année, c'est réinventer l'expérience client à l'heure du digital. C'est très intéressant. Le digital est presque dépassé par les nanotechnologies et par l'utilisation de plus en plus par les humains, des robots et des humanoïdes. De quoi vous allez parler pendant la conférence? Ben écoute, on va parler de beaucoup de choses. On va parler de l'utilisation du digital par les assureurs. On va aussi voir comment le digital peut aider les marchés émergents à accélérer leur développement. Tu verras que de très belles expériences vont être présentées, des expériences venant des États-Unis d'Amérique, venant du Brésil, venant du Mexique, du Maroc, de la France, mais aussi de pays africains. On va aussi nous intéresser au secteur bancaire qui interagit avec le secteur de l'assurance. Et on va parler aussi d'Internet, du big data et des objets connectés. Ça te concerne directement, n'est-ce pas? Oui, ça me concerne, car j'ai été et je reste un exemple de réussite de la robotique humanoïde. Dis-moi Nao, d'après toi, on est combien de personnes dans la salle? Je dirais qu'il doit y avoir quelques 800 personnes dans la salle. Écoute, on est un peu plus que ça. 800, c'était l'année dernière. Nous sommes 900 personnes aujourd'hui participant à cette conférence. Tu as une idée sur le nombre de nationalités présentes? Non, pas du tout. Ben écoute, nous sommes à peu près 30 nationalités. Sur les 30 nationalités, il y a à peu près 15 pays africains qui sont représentés. Dis-moi, je pense que c'est la première fois que tu viens en Afrique. Qu'est-ce que représente pour toi l'Afrique? Pour moi, l'Afrique, c'est le continent de l'espoir, le continent de l'avenir, tant il reste beaucoup à faire. L'émergence d'une classe moyenne dans plusieurs pays va tirer la demande interne et aider à accélérer la croissance économique. Les besoins en infrastructures sont énormes et bien des pays ont lancé de grands travaux structurants pour leurs économies. Ben écoute, je ne sais pas ce qu'en pensent nos amis, mais je trouve que finalement, c'était une bonne idée de t'avoir à mes côtés pour cette cérémonie d'ouverture. Alors, je vais te donner la main. Est-ce que tu peux appeler mon président pour justement faire le discours d'ouverture? Avec plaisir. J'appelle pour l'ouverture de cette 4e édition du rendez-vous de Casablanca de l'assurance, Monsieur Mohamed Hassan Ben Salah, président de la Fédération marocaine des sociétés d'assurance et de réassurance. Ben écoute, merci Nao. Maintenant, tu vas nous laisser travailler. Donc, si tu peux repartir de l'autre côté, je te rejoindrai tout à l'heure. Ok, ça marche. Maxime vient me chercher. Bonne journée à tout le monde.
Monsieur le Président. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Bonjour, Monsieur Louali, Monsieur le Président de l'Autorité de contrôle des assurances et de la prévoyance sociale, Madame la Présidente de la CGM, cher Dirk, Mesdames, Messieurs, chers amis d'ici et d'ailleurs. La transformation digitale de notre secteur est en route. Ce ne sont pas nos invités, Dirk, président de la Global Federation of Insurance Association, ou Adaman Ndiaye, président de la FANAF, qui diront le contraire aujourd'hui. Je n'ai pas voulu ce matin vous abreuver de chiffres, de résultats et d'analyses de marché. Vous êtes le marché et nous partageons les mêmes données. Je souhaite plutôt vous présenter notre nouvelle meilleure amie et faire écho ainsi de la thématique de cette 4e édition du rendez-vous de Casablanca de l'assurance. Notre meilleur ami, c'est lui. Non, il a disparu. Non, c'est le smartphone. Avec ce smartphone connecté à Internet, nous pouvons maintenant écouter toute la musique du monde. Nous pouvons regarder des films, des séries, écouter la radio, commander notre déjeuner, choisir un taxi ou un Uber, n'est-ce pas, Monsieur Louali? Transférer de l'argent, acheter même une énième paire de chaussures. Cet ami a bouleversé nos habitudes de consommation et surtout notre engagement. Nous ne sommes plus désormais des consommateurs passifs. Nous avons le choix. Nous avons accès à toutes les offres. Nous pouvons être plus exigeants avec nos marques préférées et changer instantanément si la concurrence propose un meilleur produit. Et oui, même si on est client de cette marque depuis longtemps, même si nos parents étaient clients de cette marque, en quelques clics, notre meilleur ami nous fait basculer vers un meilleur prix, vers une meilleure prestation, vers un meilleur conseil. Sans le savoir, grâce à notre meilleur ami, nous sommes entrés naturellement dans l'ère du digital. Le secteur de l'assurance a lui aussi compris cette mutation et se transforme à grande vitesse en utilisant les nouvelles technologies. C'est cette dynamique qui a motivé le choix du thème de ce rendez-vous, réinventer l'expérience client à l'heure du digital. Le Web 2.0, la démocratisation des mobiles, l'avènement des big data sont autant d'évolutions qui vont bouleverser les fonctions marketing de l'assurance. Mais le sujet est plus compliqué que cela, car contrairement à la paire de chaussures dont je vous ai parlé tout à l'heure, la souscription d'un contrat d'assurance, quel qu'il soit, n'est pas un achat coup de cœur. Et non, malheureusement pas encore. J'espère bientôt. Les produits d'assurance restent perçus comme complexes. Nous devons réfléchir à fluidifier, à simplifier notre relation client, la rendre moins rigide et surtout plus intelligente. Une relation dans laquelle nos clients vont devenir des acteurs entendus et reconnus. Le digital va nous permettre de rencontrer nos clients là où ils sont, sur Internet, sur les réseaux sociaux, Facebook, Twitter, Instagram et pourquoi pas même Snapchat. Sur nos sites respectifs bien sûr, mais aussi sur les incontournables Google, Yahoo ou Amazon. Nous devrons ensuite les accompagner de l'âge du cyclomoteur au contrat d'assurance vie ou d'habitation, les éduquer même, faire preuve de pédagogie jusqu'à la décision de souscription. Nous le savons déjà, le digital sera déterminant dans la réussite de nos stratégies de développement dans nos sociétés émergentes. Encore faut-il que les États nous accompagnent en rendant applicables les textes qui nous autorisent à mettre en place tous ces changements. N'est-ce pas, Siboubrek?
Beaucoup d'autres questions se posent, à commencer par l'avenir des réseaux classiques, qui devront se réinventer et opérer eux-mêmes leur propre transformation. Depuis toujours, nous collectons des informations précises sur chacun de nos clients, sur leur vie quotidienne, leur parcours souvent compliqué. Ces données sont la plupart du temps oubliées dans des dossiers poussiéreux dans nos archives. La révolution digitale nous pousse à entrevoir les possibilités qu'ouvre l'analyse de masse de données pour notre métier, notamment pour définir les profils de risque et anticiper sur la prévention. Enrichir notre connaissance des clients, croiser les informations entre les différents métiers, automobile, habitation, santé, avoir en quelque sorte une vision 360 degrés. C'est l'une des possibilités offertes par le développement du digital et du big data. Outre l'enjeu du calcul de risque et de la tarification, il faut voir dans cette avancée technologique un enjeu majeur de fidélisation et un levier de personnalisation des interactions avec nos clients. Nous verrons dans les interventions qui suivront, durant ces 2 journées, que le digital est souvent source d'opportunités et d'accélération du taux de pénétration de l'assurance dans certains pays, notamment africains. C'est le cas au Maroc, où plusieurs services à la clientèle sont déjà totalement dématérialisés. Puisqu'on parle du Maroc, un petit peu d'autosatisfaction. Une fois n'est pas coutume. Vous le savez, l'année 2016 a été une année exceptionnelle pour le marché marocain de l'assurance, avec un taux de croissance de plus de 15%, tiré par l'assurance vie et capitalisation, dont les primes ont évolué de plus de 35%. L'assurance vie et capitalisation représente ainsi, à fin 2016, plus de 40% des primes émises du marché, contre 28% pour l'assurance automobile. C'est une nouvelle donne, une évolution qui confirme que notre secteur continue à jouer un rôle de locomotive dans la mobilisation de l'épargne longue et dans le financement de l'économie. N'est-ce pas, nos chers amis banquiers? Tout comme il contribue à la consolidation de la place financière de Casablanca, qui cette année trône encore la première place africaine. Mesdames, messieurs, chers amis, bienvenue à cette nouvelle édition du rendez-vous de Casablanca de l'assurance, un rendez-vous qui est devenu au fil des années un des moments forts de l'assurance en Afrique. Je ne peux pas terminer cette intervention sans parler de notre continent, l'Afrique. Dans le cadre des tournées africaines de Sa Majesté le roi Mohamed VI, que Dieu l'assiste, nous avons eu l'immense honneur de signer des conventions de coopération et d'entente avec plusieurs fédérations de pays frères. Je peux citer le Rwanda, la Tanzanie, le Ghana, la Zambie, tout comme nous sommes déjà signataires de conventions avec le marché tunisien et ivoirien. Dans les minutes qui suivent, nous allons signer une convention avec nos amis du Sénégal, car comme vous le savez, le Sénégal est le pays à l'honneur de cette 4e édition. Je tiens au nom du marché marocain de l'assurance à leur souhaiter la bienvenue aux membres de la délégation sénégalaise, conduite par le président de la Fédération sénégalaise des sociétés d'assurance, M. Hadj Mour, et saluer également la présence parmi nous de M. Dem Mamadou, directeur des assurances du Sénégal. Il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une excellente conférence qui, j'en suis certain, vous permettra de sortir au terme de ces 2 journées avec des idées nouvelles, bénéfiques pour nos organisations, nos collaborateurs et surtout notre clientèle. Merci. Merci, Monsieur le Président, pour ce discours dense, avec beaucoup de messages et beaucoup d'informations. Donc, j'appelle Si Hassan Boubrek, président de l'Autorité de contrôle des assurances et de la prévoyance sociale. Donc, Monsieur Boubrek, si vous voulez bien me rejoindre.
Monsieur le Wali de la région de Casablanca-Stade, Monsieur le gouverneur, Madame la présidente de la CGM, Monsieur le président de la Fédération marocaine des sociétés d'assurance et de réassurance, Monsieur le président de la Global Federation of Insurance Association, Mesdames et Messieurs les présidents, directeurs généraux et directeurs, Mesdames et Messieurs, c'est toujours avec un réel plaisir que je prends part aux travaux du rendez-vous de Casablanca de l'assurance, qui est aujourd'hui à sa 4e édition. Cette rencontre annuelle, placée sous le haut patronage de Sa Majesté le Roi, que Dieu l'assiste, s'impose désormais comme un rendez-vous incontournable au niveau régional et un lieu privilégié d'échange et de débat sur les défis et les opportunités qui s'offrent au secteur des assurances. Je suis d'autant plus heureux de pouvoir intervenir aujourd'hui sur un sujet d'importance majeure, celui de la digitalisation, ou ce que je préfère appeler plutôt la révolution numérique. Car ce à quoi nous assistons aujourd'hui n'est autre chose qu'une véritable révolution. En effet, et à l'image des précédentes révolutions industrielles, suite à l'invention des machines à vapeur, puis à l'arrivée des moteurs électriques et à combustion, la révolution numérique est en train d'induire des changements majeurs dans les comportements, de permettre des gains de productivité sans précédent et d'étendre tout simplement et significativement le champ des possibilités. Mesdames et messieurs, la révolution numérique à laquelle nous assistons est en train de bouleverser nos vies et nos comportements quotidiens. L'ensemble des secteurs de l'économie est touché et le secteur financier ne fait pas exception. En particulier, et s'agissant du secteur des assurances, les évolutions technologiques nous poussent à remettre en cause nos certitudes et nous questionnent sur les modèles et systèmes qui ont prévalu jusque-là. Elles nous interpellent quant à la reconfiguration de la chaîne de valeur qui pourrait s'imposer au secteur. Elles nous interpellent quant à l'émergence de nouveaux acteurs, à la multiplication de transactions transfrontalières désormais facilitées et automatisées, aux conséquences que tout cela pourrait avoir sur les conditions et sur les marges, sur les conditions du marché et sur les marges. Prenons l'exemple des fintech ou des insurtech. Celles-ci pourraient modifier significativement, voire même, dans les scénarios les plus extrêmes, pousser à l'éclatement de la chaîne de valeur traditionnelle. En intervenant totalement ou partiellement au sein de cette chaîne de valeur, ces nouveaux acteurs pourraient bouleverser les opérateurs classiques en remettant en cause un certain nombre de pratiques assurantielles traditionnelles. Ces acteurs de la fintech, voire les grands acteurs du net ou les fameux GAFA, Google, Apple, Facebook et Amazon, en combinant le potentiel analytique et prédictif du big data, à leur grande maîtrise du digital, pourraient projeter des nouveaux modèles intelligents, personnalisés et automatisés, prenant en charge totalement ou partiellement des opérations dont s'occupent aujourd'hui les assureurs. La menace que constituent ces nouveaux acteurs est d'ailleurs bien présente dans les esprits des dirigeants des compagnies d'assurance. Selon le World Insurance Report de 2016, Google est présenté comme potentielle menace pour 40% des assureurs sondés. Ces nouveaux acteurs pourraient également influer sur les conditions de marché, induisant une pression sur les volumes, sur les prix et sur les marges des produits conventionnels. Les modèles de tarification habituels, des principes fondamentaux, tels que celui de la mutualisation, les modèles de distribution dans certains segments pourraient être appelés à être repensés intégralement. Il en est de même pour les produits d'assurance qui seront développés dans l'avenir. Prenons le cas de l'assurance automobile. Avec l'avènement du véhicule autonome, sans conducteur, ce n'est plus la responsabilité civile du conducteur qui sera couverte, mais celle du constructeur, ou éventuellement celle d'éditeurs de logiciels ou de technologies embarquées, dès lors que ces technologies ont un rôle causal dans la survenance du fait dommageable. Nous pouvons imaginer aisément alors que les impacts sur le segment des assurances automobiles pourraient être colossaux, que ce soit en termes de taille globale du marché, d'appréciation du risque et de tarification, ou en termes de nature des rapports entre assurés et assureurs, ces derniers n'ayant plus en face des centaines de millions d'individus, mais
un petit nombre de constructeurs et d'éditeurs de technologies embarquées. Et en réalité, avant même l'avènement de la voiture autonome à une échelle relativement large, ce qui prendra un certain temps, l'usage de voitures connectées, ce qui est d'ores et déjà très répandu, permettrait une tarification extrêmement fine et une offre de produits à l'usage. Là aussi, les implications sur ce segment seront importantes. Les produits d'assurance santé seront affectés également par les avancées de la génomique et la disponibilité des tests génétiques qui transformeront la médecine radicalement. Ces avancées, combinées à la banalisation de l'utilisation de l'Internet des objets, permettant un suivi individuel et continu des assurés, redéfiniraient par conséquent les pratiques des compagnies d'assurance. Sur ce segment de risque, et à titre d'exemple, la compagnie sud-africaine Vitality propose des offres qui récompensent les consommateurs qui ont une bonne hygiène de vie ou qui pratiquent régulièrement une activité sportive. Les protections contre la cybercriminalité auront également à se développer. Le Forum économique mondial place les cyberattaques au premier rang des risques qui guettent le monde d'aujourd'hui, avec des coûts associés au cybercrime estimés à plus de 400 milliards de dollars par an, et dans un contexte d'interconnexion croissante de l'économie pouvant occasionner des effets de cascade, les conséquences d'une cyberattaque peuvent être désastreuses. Dans ce contexte, la demande de protection contre les cyberrisques par l'assurance augmente et ce segment est amené, à mon sens, à se développer très rapidement. Un autre facteur de grande rupture potentielle est le développement des blockchains. Cette nouvelle technologie permet le stockage et l'échange d'informations ou de valeurs en peer-to-peer et s'utilise ainsi de façon décentralisée et permet la désintermédiation ou le remplacement des tiers de confiance. Je vais être un petit peu provocateur en citant Bill Gates qui avait dit « Le monde a besoin de services bancaires, pas de banquiers ». Et je pense avec ce qui arrive aujourd'hui dans le monde de l'assurance, peut-être qu'on peut même sauter le pas et élargir cette assertion aux assureurs, même si personnellement, je pense que ces scénarios extrêmes ont très peu de chances de se matérialiser. Cette nouvelle technologie de blockchain interpelle fortement les opérateurs de l'assurance, puisqu'elle ouvre aussi la voie vers de nouveaux modèles, à savoir les smart contracts, des programmes autonomes qui exécutent automatiquement les conditions et termes d'un contrat sans nécessité d'intervention humaine, une fois démarré, mais celle de solutions technologiques dénommées Oracle qui prennent la nouvelle forme de tiers de confiance. Pour illustrer mon propos, prenons l'exemple d'une assurance annulation pour un voyage en train. Les smart contracts introduira automatiquement la donnée qui est celle de l'heure de l'arrivée du train, qu'il peut tirer du site du transporteur ou d'un capteur GPS installé sur le train. En cas d'annulation du train, l'opération se déroule automatiquement et l'assuré est remboursé sans aucune intervention humaine. Les smart contracts permettront également le développement de nouveaux produits, comme par exemple l'assurance à la demande ou à l'usage, une assurance qui peut être activée et interrompue quand l'assuré le souhaite. Ce produit, dans un contexte d'économie de partage, pourrait parfaitement répondre à de nouveaux usages tels que la voiture partagée, l'échange de maisons de vacances, etc. Le potentiel offert par ces innovations et par les nouvelles technologies est immense. Nous pouvons également l'imaginer au regard de l'explosion de l'Internet des objets. En 2020, le nombre d'objets connectés devrait atteindre plus de 20 milliards. Mesdames et messieurs, la révolution numérique va mettre beaucoup de pression sur les opérateurs de l'assurance. Il en est également de même pour les régulateurs. Ces derniers devront inventer un nouveau cadre de régulation adapté à l'assurance digitale. Aux problématiques classiques de la régulation prudentielle ou de la surveillance des pratiques de marché s'ajoutent des difficultés spécifiques à l'activité de l'assurance digitale et à cette révolution numérique. Comment traiter juridiquement les nouveaux acteurs ou les nouvelles plateformes qui vont émerger? Comment les assujettir au contrôle d'une juridiction spécifique? Comment prendre en compte le caractère transfrontalier et automatique des opérations? Quelles garanties apporter en matière de protection des assurés? Quels moyens pour garantir une utilisation loyale des données personnelles? Comment gérer la concurrence, notamment face aux acteurs de l'Internet qui disposent de masses de données personnelles impressionnantes? Ce sont des questions importantes auxquelles les régulateurs vont devoir apporter des réponses appropriées, tout en maintenant un cadre réglementaire qui soutient l'innovation et qui ne bride pas le développement du secteur. L'IAS, l'International Association of Insurance Supervisors,
organisme responsable de l'établissement des normes à l'échelle internationale et regroupant plus de 180 juridictions de par le monde, a d'ailleurs engagé des réflexions très poussées sur les fintech. Un excellent rapport a été présenté et discuté récemment au comité exécutif de cette association en février dernier. Ce rapport analyse les éventuelles implications que celle-ci pourrait avoir sur le secteur et identifie plusieurs scénarios d'évolution, allant du statu quo, scénario où le secteur reste largement dominé par les opérateurs traditionnels, à celui de la fragmentation de la chaîne de valeur ou celui de la mainmise totale par les géants du web. Ce rapport, il me semble, est aujourd'hui disponible en consultation. Néanmoins et globalement, force est de constater que la réflexion sur les réponses réglementaires et de régulation à apporter sont encore à leur tout début. Dans les pays émergents, et plus particulièrement en Afrique, les enjeux du digital sont extrêmement importants, notamment pour la réalisation des objectifs tracés en matière d'inclusion financière. En effet, l'utilisation des technologies numériques et du mobile permet d'accéder à des coûts très faibles à une large part de la population qui n'aurait jamais pu bénéficier autrement de services financiers. Elle permet de mettre à leur disposition, à des conditions économiquement viables, des produits d'assurance simples, efficaces et répondant à leurs besoins. Des expériences réussies en la matière dans des pays comme le Kenya doivent servir d'exemple. Je pense pour ma part que les régulateurs dans les pays en développement, notamment en Afrique, doivent mettre en place rapidement les cadres réglementaires adéquats, notamment en matière de distribution, car souvent, les législations ne sont pas adaptées et ne permettent pas un développement rapide du digital. C'est le cas au Maroc, où, au-delà de la réforme initiée du chapitre 4 du Code des assurances qui traite de la distribution, je souhaite initier dès les prochains mois avec le secteur une réflexion sur une réforme profonde du Code des assurances qui pourrait tracer un cadre pour les 10, 15, 20 prochaines années, qui anticipe les évolutions futures sur toute la chaîne de valeur, qui encourage l'innovation et qui permet de profiter pleinement de cette lame de fond induite par la révolution numérique. Mesdames et messieurs, ce sont là quelques réflexions que je souhaitais partager avec vous. Je ne voudrais pas être plus long. Je suis convaincu que les débats dans les différents panels seront riches et très intéressants. Encore une fois, je suis très honoré d'être des vôtres aujourd'hui. Je vous remercie de votre attention et souhaite plein succès aux travaux de cette édition. Merci beaucoup, Monsieur le Président. Donc, beaucoup de travail nous attend, si on a bien compris, donc, avec beaucoup de défis. Donc maintenant, je vais appeler le président de la Fédération des assureurs du Sénégal, M. Hadjmor, si vous voulez bien me rejoindre. Juste après son intervention, nos amis du Sénégal vont projeter un film pour présenter le Sénégal et son économie, et suite à quoi on procédera à la cérémonie de signature. Monsieur le Président de l'Autorité de contrôle des assurances et de la prévoyance sociale, Excellences, Mesdames, Messieurs les ambassadeurs et représentants du corps diplomatique, Monsieur le Président de la Fédération marocaine des sociétés d'assurance et de réassurance, Monsieur le Président de la FANAF, Monsieur le Président de la Fédération française des sociétés d'assurance, Mesdames, Messieurs les délégués des autorités de contrôle, Mesdames, Messieurs les présidents et directeurs généraux de sociétés d'assurance, Mesdames, Messieurs les délégués, distingués invités, Mesdames, Messieurs les participants, en vos rangs, grades et qualités, je me réjouis de l'honneur qui est fait au marché sénégalais de l'assurance de s'adresser à cet aéropage de décideurs d'Afrique, d'Europe et du Moyen-Orient, à l'occasion d'un rendez-vous annuel qui devient une date du calendrier professionnel des top managers de notre métier. Tant le rendez-vous de Casablanca
a acquis un véritable droit de cité dans le monde des assureurs et des réassureurs de la région. Permettez-moi d'abord de vous exprimer à mon nom propre et au nom de la délégation qui m'accompagne nos félicitations pour le succès obtenu et nos remerciements pour la place privilégiée que vous avez tenu à accorder à notre marché à cette occasion. Dès sa 4e édition, ce rendez-vous de Casablanca est déjà devenu un temps fort de la vie professionnelle des assureurs et des réassureurs d'une région de plus en plus large qui déborde l'Afrique et le monde arabe, et il exprime à la fois une vieille tradition d'ouverture du Maroc au-delà de l'horizon immédiat et d'hospitalité vis-à-vis des apports féconds de l'extérieur. Cette formule de rendez-vous multilatéral est, je le reconnais, bien plus féconde que la formule bilatérale dont nous avions amorcé l'initiative il y a près d'un quart de siècle. En effet, en novembre 1993, il vous souvient que le marché sénégalais des assurances avait convié le marché marocain à partager leur expérience en matière de règlement des préjudices corporels résultant des accidents de la circulation, en matière d'accidents de travail et en matière de promotion de la retraite dans des journées sénégalo-marocaines d'assurance. Mais les conditions sociologiques, juridiques et techniques de l'époque ne permettaient pas, autant qu'aujourd'hui, d'exploiter les axes de coopération fructueuse. C'est pourquoi je me félicite de la convention de coopération technique que vous nous aviez proposée et que nous allons signer en demandant aux organes exécutifs de nos fédérations respectives de mettre en œuvre les orientations que nous aurons validées. Monsieur le Président, pour en venir au rendez-vous de Casablanca de l'assurance, il m'est agréable de constater sa réussite éclair pour vous en féliciter chaleureusement. C'est aussi pour vous réaffirmer notre fierté, la mienne propre et celle de la délégation qui m'accompagne. Nous sentons pleinement chez nous au Maroc et de ce fait partie prenante du succès qui sanctionne votre action. Des liens séculaires entre nos deux peuples ont construit des ponts qui sont profondément enracinés dans nos cultures et dans les familles à travers les routes empruntées par les caravanes. L'histoire que je vais vous conter est édifiante sur la profondeur de nos liens. Il y a un peu plus d'un demi-siècle, en 1964, l'inauguration par des dignitaires berbères, le président Senghor et Sa Majesté le roi Hassan II, de la grande mosquée de Dakar, construite selon une architecture arabo-andalouse, a été l'occasion d'illustrer la profondeur de la présence du Maroc parmi nous. Non seulement la construction avait été faite avec le concours du Maroc, de son architecture et de ses artisans, mais l'imam de la prière inaugurale, El Hadji Abdul Aziz Dabakh, était le filleul lointain de Seydi Abdul Aziz Dabakh Boun Massaoud, un saint homme marocain des XVIIe, XVIIIe siècles, passé à la postérité pour la qualité de son œuvre et la sensibilité innée qu'il avait de la source des connaissances énoncées en sa présence. L'imam Abdul Aziz Dabakh, pour cet événement historique, avait choisi de rappeler la prière du voyageur effectuée devant ses fils et avant son départ en exil au Madagascar par Sidi Mohamed Ben Youssef, sultan du Maroc. À son retour d'exil, la future majesté Mohamed V avait fait escale à Dakar et il avait donné audience à plusieurs dignitaires de la confrérie Tidjane au Sénégal, confrérie soufie dont la source repose à Fès, ville natale de Sa Majesté, de son Altesse royale, et la rue de sa résidence dakaroise porte depuis lors la marque du royaume chérifien et depuis quelque temps son auguste nom. Au Sénégal, nous ne sommes donc pas du tout surpris que Sa Majesté Mohamed VI, que Dieu l'assiste, exprime son bonheur de retrouver les siens, ni qu'elle renoue avec l'affirmation de son appartenance au continent. Ce retour des grandes inspirations historiques de nos premières années d'indépendance permet d'espérer qu'avec ses homologues, les grands défis stratégiques de l'heure seront relevés.
Au Sénégal, avec le président Macky Sall, des perspectives nouvelles apparaissent. Un plan Sénégal émergent applique des options volontaristes dans le domaine de la création de filières agro-industrielles orientées vers la valorisation et la consommation locale. Des infrastructures sont implantées aussi bien sous le plan matériel que celui des ressources humaines et des nouvelles technologies. Les conditions de consolidation d'un coût d'énergie moins cher sont mises en œuvre. Des découvertes minières, pétrolières, gazières et autres se multiplient. Le climat de paix et de sécurité est cultivé et préservé avec soin. Le bon crédit diplomatique du pays persiste. Ce climat est favorable à la confiance et à l'investissement étranger des entreprises marocaines, principalement du transport aérien, de génie civil et des finances, banque assurance, figurent parmi les partenaires anciens ou nouveaux qui apportent leur contribution. Vous aurez l'occasion de voir tout à l'heure une petite présentation filmée de notre économie et de ses atouts. Dans ces conditions, la croissance se maintient au-dessus de 6% et s'accélère. Le marché de l'assurance, régi par une législation communautaire partagée avec 14 pays de la Conférence interafricaine des marchés d'assurance, CIMA, connaît depuis 2 ans une croissance à 2 chiffres supérieure à 16% par an. Comme par le passé, la croissance est surtout portée par l'assurance vie, qui a augmenté de 26% en 2015 et de 34% en 2016. Pour accompagner l'émergence prônée et mise en pratique par les autorités, la Fédération sénégalaise des sociétés d'assurance est en train d'élaborer un plan stratégique de développement fondé en partie sur la renforcement de l'orientation client comme moyen d'élargir la profondeur du marché. Mesdames, Messieurs, pour terminer, permettez-moi de vous présenter brièvement la Fédération sénégalaise des sociétés d'assurance. Elle compte aujourd'hui 30 membres, dont un réassureur, un fonds de garantie automobile et 28 sociétés dommages ou vie pour un chiffre d'affaires de 140 milliards en 2016. Les sociétés non-vie au nombre de 19 ont souscrit pour 95 milliards de primes et les sociétés vie 45 milliards de primes. Pour 45 milliards CFA. Pour conclure, je voudrais de nouveau remercier et féliciter le président Ben Salah et toute l'équipe de la Fédération marocaine des sociétés d'assurance pour cette manifestation qui vient confirmer le succès éclatant de la dernière Assemblée générale de la FANAF récemment tenue à Marrakech et me réjouir de la continuation sur le plan bilatéral entre nos deux organisations des relations fraternelles qui unissent nos pays. Merci de votre bien-aimable attention. Merci, merci Monsieur le Président. Donc ce que je vous propose, c'est de regagner votre place, le temps de projeter le film, et je vous appellerai avec notre Président, Monsieur Ben Salah, pour la signature donc, de la convention de coopération. Donc un film qui va vous être présenté, je pense qu'il dure à peu près 4 minutes, suite à quoi nous procédons à la signature. Avec le plan Sénégal émergent, le Sénégal a trouvé le rythme de sa transformation structurelle dans tous les secteurs et à tous les niveaux. Notre pays est en chantier à ciel ouvert dans toutes les zones urbaines et rurales, avec des projets structurants dont la mise en œuvre est en cours ou en phase de finalisation. Notre contexte est en effet marqué par une vision stratégique du président de la République, son Excellence M. Macky Sall, dans le cadre du PSE, articulé autour de réformes clés et de projets structurants afin de favoriser une croissance économique à fort impact sur le développement humain. L'édification d'une administration moderne et performante, la mobilisation d'un secteur privé fort et l'implication des populations ressortent comme des facteurs clés de la concrétisation du plan Sénégal émergent. Le plan Sénégal émergent, en tant que référentiel unique de la politique de développement économique et social du Sénégal, compte 27 projets et 17 réformes phares
et vise à atteindre à l'horizon 2035 les résultats suivants. La transformation structurelle de l'économie pour soutenir une dynamique de croissance créatrice de richesses et d'emplois. L'élargissement de l'accès aux services sociaux. La réponse aux exigences de bonne gouvernance à travers le renforcement des institutions et la promotion de la paix, de la sécurité et de l'intégration africaine. Diamniadio, future grande ville, en est entre autres une illustration parfaite de la vision intégrée du PSE en matière d'infrastructures structurantes et donne une idée concrète de ce que le président de la République, son Excellence M. Macky Sall, envisage pour le bien-être des Sénégalais. Un bien-être qui se traduit avec le développement de la nouvelle ville de Diamniadio autour d'une mixité urbaine et fonctionnelle. Située au cœur du pôle urbain de Diamniadio, Diamniadio Lake City comprendra 4 pôles. Le pôle résidentiel, le pôle commercial, le pôle professionnel réservé aux bureaux, institutions et services, et le pôle dit entertainment, occupé par les chaînes d'hôtels et de l'industrie de l'investissement. Ce projet conçu par la société Semer Group, à la fois ambitieux, grandiose, futuriste, respecte la géométrie de chaque bâtiment et reflétera la topographie du Sénégal. Diamniadio va accueillir avec le soutien de son Excellence Marcelo Rebelo de Sousa, président de la République du Portugal, une unité d'assemblage d'ambulances médicalisées et de véhicules lourds à usage multiple pour l'exportation. Ce projet porté par ARCD va contribuer à l'effort national de développement et de création d'emplois dans les industries structurantes avec une technologie nouvelle et pointue. En effet, tous les projets et programmes sont en phase de mise en œuvre en seulement 2 années d'existence du PSE. Il s'y ajoute le PUDC, les parcs industriels, la zone économique spéciale intégrée, le nouvel aéroport, le développement de l'agriculture pour l'autosuffisance alimentaire, la couverture maladie universelle, les grandes universités régionales, le train express régional. Ces portefeuilles de projets qui mettent la jeunesse au cœur des enjeux de la croissance rencontrent autant l'intérêt du secteur privé national que l'adhésion des partenaires au développement très attentifs à l'attractivité de la destination Sénégal. La bonne perspective sur les découvertes récentes d'importants gisements de gaz et de pétrole dessine assurément la trajectoire de notre pays vers l'émergence économique. La bonne tenue des agrégats économiques place notre pays parmi les 10 au monde ayant le taux de croissance le plus élevé en 2015 et fait du Sénégal une réelle terre d'opportunités. Alors, cette belle dynamique de mise en œuvre réussie dans tous les secteurs nous place dans une trajectoire d'un pays qui bouge et qui émerge. Pays dont le destin est porté par un leader. Sa vision assure la promesse sûre d'une émergence au profit de plusieurs générations. Donc j'ai le plaisir d'appeler pour la signature de la convention de coopération M. Ben Saleh, président de la Fédération marocaine des sociétés d'assurance et de réassurance, M. Hadjmop, président de la Fédération sénégalaise des sociétés d'assurance. Je vous prie de bien vouloir me rejoindre. Donc la convention de coopération qui va être signée devant vous aujourd'hui, je vous en prie, est une convention qui porte sur un certain nombre de points. Nous l'avons volontairement laissée ouverte. Nous allons étudier ensemble les voies de coopération les plus, je dirais, les plus adéquates et sur lesquelles nous pouvons réellement aller vite. Nous savons d'ores et déjà que l'assurance automobile est un axe intéressant de coopération, tout ce qui est système d'indemnisation directe, système de bonus-malus. Donc nous avons beaucoup à faire ensemble. Donc cette convention fait suite à la visite que nous avons rendue à Dakar, donc, il y a quelques mois, et on avait été reçus par nos amis sénégalais.
Donc, on est très heureux de signer aujourd'hui cette convention ensemble. Donc, merci à nos amis sénégalais pour leur confiance. Donc nous allons poursuivre cette cérémonie d'ouverture. Donc il nous reste une dernière intervention. Et par la suite, donc, nous ferons une pause. On essaiera d'écourter un peu la pause par rapport au programme initial pour pouvoir rattraper un peu le retard que nous avons pris lors de la cérémonie, enfin lors du démarrage de la cérémonie d'ouverture. Le changement rapide est probablement le principal fait marquant des temps modernes. Tout ce qui nous entoure change, évolue, se transforme continuellement. Ceci n'est pas nouveau à l'échelle d'une vie humaine, mais l'avènement de technologies nouvelles, notre adaptation à ces technologies et notre appropriation de leurs avantages dans notre travail, dans notre vie familiale, sociale et même personnelle, impactent directement et irrémédiablement notre vie. L'innovation modifie notre relation à notre environnement immédiat et à nos habitudes de consommation de manière directe et parfois brutale. Dans cette évolution continuelle, la mutation digitale constitue une véritable pierre angulaire. Plus rien n'est ni ne sera comme avant. École numérique, hôpitaux câblés, systèmes d'information partagés à des milliers de kilomètres, communication via l'écran, dématérialisation 360 degrés et déshumanisation à outrance. Comment continuer à protéger l'humain dans un monde de chiffres et de codes digitaux? Comment utiliser ces nouvelles technologies au profit de ces assurés sans pour autant faire une intrusion brutale dans leur vie privée? Comment faire évoluer les métiers de l'assurance en mettant à profit cette proximité nouvelle qu'offre le digital? Que sera l'assureur de demain face aux milliers de ramifications de la vie digitalisée? Nous allons poursuivre cette cérémonie avec une dernière intervention. Donc on va avoir le plaisir et l'honneur pour la deuxième année consécutive de recevoir une personnalité du monde de l'assurance et du monde de l'assurance mondiale, puisque nous recevons M. Dirk Kempthorne, gouverneur Dirk Kempthorne. Donc Dirk Kempthorne a un parcours très très riche, puisqu'il a été d'abord maire de la ville de Bloise pendant un certain nombre d'années. Et puis, à la suite de quoi, gouverneur Dirk Kempthorne a intégré le gouvernement de George W. Bush Jr. en tant que secrétaire d'État donc, au ministère de l'Intérieur. Il a été aussi gouverneur de l'État de l'Idaho. Alors, vous allez me dire, mais quel est le lien avec l'assurance? Après une très riche carrière, il a pris la présidence donc, de l'Association des assureurs vie américains et il est aussi président de la Global Federation of Insurance Association, la Global Fédération et la Fédération des fédérations internationales
Elle regroupe pratiquement 90% des primes d'assurance mondiale. C'est la deuxième année que nous le recevons et nous sommes réellement très heureux de le recevoir. Governor, we are really pleased to receive you for the second time here in Casablanca for our meeting. Thank you very much and thank you for your confidence and your support. President Ben Salah, Chairman Bubrick, Director Badaw, Mr. President of the Senegalese Association, merci beaucoup to all of you. Thank you very much for having me. To His Majesty King Mohammed VI, a leader beloved by his country and the people of Morocco, thank you for your country's hospitality and for encouraging this gathering for such important conversations. All distinguished speakers, guests, ladies and gentlemen, thank you for welcoming here today. One of America's great authors was Ernest Hemingway, who proudly resided with his family in the state of Idaho, where my family also resides. He wrote some of his most famous novels in the pristine countryside. He penned these words about Africa. I never knew of a morning in Africa when I woke up and was not happy. And now, waking up today in Africa, I can see how someone with an affinity for Idaho's warm sun, high mountain meadows would also greatly admire Africa's beauty. This is my second opportunity to be in beautiful Casablanca. Last year, I told you that Morocco is America's oldest ally. We have a centuries-old treaty between our two nations. The words of that treaty say this, quote, "This is a treaty of peace and friendship established between us and the United States of America, and which we have ordered, trusting in God, it will remain permanent. It is the longest unbroken treaty in United States history. The United States is grateful for its peaceful friendship, relationship with Morocco. In my last visit to Morocco, I visited the Hassan II Mosque. Absolutely beautiful. But it wasn't just the grand building that brought me to admire your country as I do. While I was visiting the mosque, a few young boys were playing a game of football while their parents were watching. Robert Neal and I watched them for a short time, and then the wind was so strong that it blew the ball over to me. So I kicked the ball back, and suddenly I'm part of this game. What a joy to play football in Morocco outside of such a magnificent masterpiece of inspired architecture. I remember this distinctly, that after we were done playing our game of football, I asked their parents if we could take a picture with the boys, and they said yes. I got down on one knee to take a photograph with the boys. One of the boys leaned his head against my shoulder, and his little brother took my hand. They did not act distant. They did not act as though I were some foreigner. There was warmth. That is how I see this country. You are welcoming. The same treaty that our country signed centuries ago holds true. A peaceful friendship with Morocco, and I can see it in your youngest generations. Merci beaucoup. I also want to recognize the president of the Moroccan Federation of Insurance and Reinsurance Companies, Mohammed Hassan Ben Salah, for his leadership. Mr. Ben Salah recently traveled with King Mohammed to several African countries where he signed memorandums of understanding with insurance federations of Rwanda, Ghana, Zambia, Tanzania. Mr. Ben Salah also led the cooperation and partnership agreement with the federations of Tunisia and Côte d'Ivoire. And they will sign that beautiful agreement today.
Our industry is stronger when we partner together, and Mr. Bansala is leading the way. And Mohammed, it's a joy to see your sister Miriam here this morning as well. I'd like to express my appreciation to my friend, Bashir Badaw. Bashir is a pioneer. He was the very first person from Africa to join the Global Federation Executive Committee. Bashir, the Global Federation remains very grateful for all that you do for this country, but also for the Global Federation. And Bashir, may I thank you too for the delight of joining you and your beautiful wife Miriam for a wonderful dinner and conversation. As noted, I serve as the president of the Global Federation. The Global Federation represents 41 member associations that account for 87% of total worldwide insurance premiums. Our newest member is the Tunisian Federation of Insurance Companies. Africa's voice is rising. One of the leaders in French business and public policy that I admire and who I was looking forward to seeing at this conference is Bernard Spitz of the French Federation of Insurance. Bernard is a great friend to many of us in this room. The French national elections are less than a week away, so he's not able to join us this year. But like Mohammed, like Bashir, Bernard is a dynamic leader whose keen business ability has certainly helped this industry grow and thereby helps thousands upon thousands of people. Another person who fits this category of great achievement is Charles Lowry of Prudential Insurance, who will be addressing the conference tomorrow. And I'm also delighted that the Global Federation Vice President, Recaredo Arias, is here. He is a true global champion of inclusive insurance. Over the next few days, you will hear a lot of new ideas. You'll hear about digital strategies. You'll discuss the Internet of Objects and big data. You'll hear about digitalizing customer relations and claims management. But right now, I want to talk about something you can understand, and that's the values that transcend digital strategies and claims management. Values that have not yielded to the fleeting nature of a society where our attention spans are limited to the next email or the text which we receive. Take a look at this photo. 3 weeks ago, I rode my bicycle to the Tidal Basin in Washington, D.C., and this was the scene that I saw. Every year, thousands upon thousands of people come to Washington, D.C. to look at these cherry trees. These trees were a gift to the United States from Japan over a century ago. The trees only blossom for a few short weeks in the spring. And for a moment, people stop responding to a busy world. They walk away from their offices and they stand to admire the beauty of these trees. In all that is going on in this rapidly changing world, thousands of people stop their busy lives. They gather to look at one of the most ancient of living wonders, the blossom of a tree. This does not just happen in Washington. It happens all around the world. At the Louvre in Paris, crowds gather around Da Vinci's Mona Lisa. The Louvre's doors open at 9 a.m. and by 10:15, the crowd is 12 rows deep and the line snakes and bends through the room. A crowd of people to see a small 77 centimeter by 53 centimeter, centuries-old painting at the Sistine Chapel in the Vatican City of Rome. The line stretches out the chapel and down the road. People wait hours to catch a glimpse of Michelangelo's work, his first time painting a fresco, a masterpiece. Right here in Africa, people come from all over the world to look out over the Great Rift Valley that stretches through Kenya, Tanzania, Ethiopia, Uganda, Rwanda, Burundi, Zambia, Malawi,
And here in Morocco, visitors come to see the ancient Marrakesh Medina, another masterpiece. I distinctly remember visiting the Medina and the Grand Palais de la Bahia when I first visited as president of the Global Federation. I happened to be in Paris after the tragic terrorist events of November 2015. The Bataclan Theater, cafes, restaurants, the Stade de Francais in Saint-Denis were attacked mercilessly. Afterwards, thousands upon thousands of flowers lined the streets of Paris. Another real tragedy would have been that if, after such an attack, the flowers were not there, but they were there. The flowers were a strong affirmation of the goodness of humanity. Signs like this appeared in the United States. Je suis Paris. And I'm sure signs like this appeared throughout the world. Insurance is an industry that can truly help that good side of humanity so that our children can indeed be better off than we were. So that if for some reason we're not there, our dreams for our family can continue. Insurance gives us the ability to expand our limits. We have a sense of a whole. The greater good of mankind, or as Abraham Lincoln said, an appeal to the better angels of our nature. We must remember this humanity even while staying sharp towards new opportunities and disruptions. That's the beautiful thing about technology. It has an ability to enhance humanity if it is used the right way. We see that right here in Africa. Cell phones and smartphones revolutionized the way this continent communicates. In the late 1990s, only 1 out of 100 people in Africa had a mobile phone. Today, 80 out of 100 people have a mobile phone. All of a sudden, the people of Africa, in rural villages, in Cape Town, here in Casablanca, Burkina Faso, Nigeria, Burundi, and Chad, even the Maasai can communicate. Peter Diamandis, the co-founder of the X Prize Foundation, put it this way: a Kenyan on a smartphone today has access to more immediate information than did President Bill Clinton when he was president of the United States in 1990s. This is a seismic shift. This is just the beginning. Technology is changing entire industries, and so much more is coming. Imagine farmers who were isolated and now have an entire supply chain literally at their fingertips. They can also use tools like M-Farm, which is a virtual marketplace for agricultural goods. They can check and see the prices. Before, they didn't have communication to see what the going rates were. Technology is helping commerce. It's helping them feed their village and feed their countries. When farmers' livestock die, they can take a photo of their cow as proof and submit it for the insurance claim. And no longer do adjusters have to travel across rough terrain. When calamity strikes, insurers are there. Arthur Zhang is a young inventor from Cameroon. He wanted to know how to bring cardiac care to the rural villages of Cameroon, who have virtually no access to care. He invented Africa's first medical tablet. The CardioPad is a diagnostic kit. Health workers can use the touchscreen CardioPad to send results of cardiac tests to heart specialists in major hospitals via mobile phone connection. The telemedicine tool allows people in rural areas to live healthier lives. Suddenly, people in rural Africa do not have to be disconnected from a dignified life simply because of where they live. Insurers have taken note of the way technology can improve humanity.
United States insurer AIG has been exploring the use of drones or unmanned aerial vehicles for claims. They're using this technology to accelerate surveys of disaster areas. A family who has lost their home to disaster can have their claims handled fast. They receive payment faster so that they can get back to life. It also improves safety for claims adjusters. Employees can use a camera drone to reach areas that would otherwise be too dangerous to go on foot and therefore delayed for substantial periods of time. The MetLife Foundation has committed $200 million over 5 years to help low-income individuals and families get access to safe and affordable financial products and services. Prudential Financial Inc. is a global life insurance company pioneering the use of digital technology to enable customers to engage with the company however they are most comfortable. Prudential's digital initiatives include the company's dynamic, interactive website and multiple mobile applications. You'll hear more about this tomorrow from Charles Lowry when he addresses this conference. Morocco is one of the great leaders bringing access to insurance. As you know, Morocco insurance regulations do not allow for online insurance sales. You insurers know that online sales allow more people to access the products that they need so they can live better lives. Moroccan insurers came together to change the regulatory text and set up a framework for online sales. The text is now with Parliament. I congratulate Hassan Bubrick, the chairman of the Supervisory Authority, for listening to insurers and to initiate the change to this law. And Mr. Bubrick, you addressed the General Assembly of the Global Federation 3 years ago in Marrakesh. We commend and applaud your firm but pragmatic approach to regulation. This winter, I traveled to Berlin to speak to the G20, an international forum for the governments of 20 major economies, whose presidency changes each year. This year, Germany's Angela Merkel heads the G20. One of the major priorities this year with the G20 is the Compact with Africa. This initiative will increase the visibility of this continent of Africa in the worldwide private sector. The program will allow for exciting investments in Senegal, Tunisia, Rwanda, and so many, many countries throughout this magnificent continent. The Compact with Africa is an opportunity for insurers in Africa to support Africa's economy so Africa can indeed be economically prosperous and self-sustaining. The insurance industry has a critical role to play. In the United States, the life insurance industry is the #1 investor in corporate bonds. The #1 investor. Our bonds are held for an average of 18 years. And when they issued the Build America Bond program, the life insurance industry bought 32% of those bonds, some $61 billion. Most infrastructure investments are financed by long-term bonds. To provide maximum value to our customers, we match investments to long-term instruments. Our promises are decades long for life insurance and retirement. These long-term bonds align perfectly with insurers' promises to our policyholders. Infrastructure programs present investment opportunities for life insurers. It's one more real opportunity to demonstrate the extent and the relevance of the insurance industry to provide capital for investments, investments which create and build across all economic levels and creates the infrastructure we need and employs the people as they do it. Our industry affirmed once again to those who join us, invest in us, purchase our products,
that promises made are promises kept. Let me tell you about my friend Ever. It was a rainy Saturday night a few weeks ago in Washington, D.C., and I went to one of my favorite restaurants, La Lomita, a Mexican restaurant. Ever's the manager of La Lomita, and I've gotten to know him over the years. Ever came over and sat down at the table just to say hello. I asked him how his mother was. He said, "She's getting frail. I'm thinking of bringing my parents here to the United States from El Salvador." And then he told me he had just lost his son. His son was killed by a drunk driver. Can you imagine mourning the loss of your son at the same time you're going to become the permanent caregiver to your frail parents? Ever covers the spectrum. What is the fate of his retirement security as he brings home his mother and father, now that he is the primary caregiver for his parents? Did he have life insurance on his son? What is the quality of life without preparation for such events? What is the one industry in this type of scenario that can do something about this? It is this insurance industry. It's not just Ever that benefits from insurance. What about the farmers? What happens when there's a drought? Are they finished? Or does that microinsurance once again put the seeds in their hands so that they can have another season? Technology is digital, but its real value comes from its ability to answer humanity's greatest needs. From 2006 to 2009, I was honored to serve as the Secretary of the Interior for President George W. Bush, a great friend of Africa. At this time, I was responsible for managing some 20% of the land of the United States. We also had responsibility that spanned 14 time zones around the world. What a sight of beauty to look at satellite images of our Earth, to feel the responsibility of the steward of the land. I was very grateful. It was during that time that I traveled to South Africa to speak to representatives from 70 nations at the Global Earth Observation Summit. We were discussing the use of satellite images of Earth, which provide the best, the most consistent seasonal snapshots of our planet. At the time, you had to pay to the United States government for those images. But after that summit, I decided that those images should be made available to everyone around the world free of charge. We went from distributing 25,000 images per year to over 3 million images per year. People needed the images. Now they had access. Many of the nations in Africa utilized those satellite photographs. Now people and governments in Africa and all over the world can use these photos to make better informed decisions on a host of vital issues, including sustainable agriculture, investments in infrastructure, transportation, and water resource management. In 1972, before we had widely available satellite images, the Apollo 17 astronauts captured a picture that we now know as the Blue Marble. It was one of our early snapshots of Earth. And in that image, almost the entire coastline of Africa is visible. That was 1972. There were 350 million people living on the continent of Africa. Today, there are 1.2 billion people living on the continent of Africa. Some reports say that 3/5 of the population is under the age of 25. These are your heirs. They will inherit this continent. Are they set up for success? Will they live their lives with dignity?
You, my friends, have the industry that can help them. Can technology too? Absolutely. But it must first be in service of humanity. Technology can and should enrich the human experience. I encourage you to think through that lens this week as you attend these wonderful sessions and listen to the panel discussions. We've inherited much from those who were before us. Are we only the beneficiaries, or are we the stewards? Are we simply the users, or do we create and invest and pass something good on to those who will follow us? A very good tool to make that a reality is insurance. Our industry's global perspective is this: the greatest gift a country can offer its people is not a device or a building or a road. The greatest gift a country can offer its people is a chance for strong, vibrant, dignified life. Earlier, I referenced people caring, taking time out of their busy lives to experience creation and tributes to humanity. I saw a similar experience at the inauguration, the opening of the African American Museum in Washington, D.C. with my friend, Jean Cabret, who's from the village of Tintalou in Burkina Faso. I'm a charter member of this museum. It only opened in September last year, but because of the multitudes of people who want to visit it, you must now wait at least 8 months to get a ticket to enter the museum. One meaningful exhibit there is a tribute to the great boxer, Muhammad Ali, who said this, quote, "There are more things to be seen in Africa than lions and elephants. They never told us about your beautiful flowers, magnificent hotels, beautiful houses, beaches, great hospitals, schools, and universities." When I was the mayor of the city of Boise, Muhammad Ali came to visit. After visiting with him, I brought out my boxing gloves, and I asked this great champion, "Would you sign my gloves and the gloves of my 6-year-old son, Jeff?" The great champion took my boxing glove, and he held it close to himself, and he leaned forward, and then you could not even detect any motion, no movement. This went on for maybe 3 or 4 minutes, and I thought perhaps I should not have asked him to do this. And then he handed the boxing glove back to me. And in beautiful, beautiful handwriting, it said, "Service to others is the rent you pay for your room here on earth." It continues to inspire me to this day. On this earth of ours, there are many rooms and many people. We, my friends, get to serve them so that they have a chance to spend their days with dignity. And isn't it about his future and the future of children everywhere and the well-being of people of all ages? This is not just a career. This is not just a job. It's a calling of service to others. May we realize that. May we accept that challenge and use our creativity and technology to make an absolute positive difference for others in this world. God bless you all. Thank you. Thank you. Thank you, Governor, for this excellent speech. Thank you for your friendship. Merci beaucoup, mon And ami. thank you for your humanity. Thank you. Bishop. On va faire une pause, on va essayer de l'écourter. On a pris un peu plus d'une demi-heure de retard, donc au lieu d'une demi-heure de pause, on fait vraiment 10-15 minutes pour qu'on puisse passer au prochain panel. Merci beaucoup. Thank you, Governor.